Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission mensuelle dédiée à l'actualité du cinéma classique. Chaque premier lundi du mois, avec Antoine Cyr. Bonjour Antoine. Bonjour. Nous évoquons les ressorties et les films du patrimoine. Au programme de ce quatrième Flashback et en cette période de Noël, nous allons consacrer un large panorama aux nombreuses éditions DVD Blu-ray. Antoine reviendra sur la carrière de Kirk Douglas à l'occasion de son 100e anniversaire. Nous parlerons également des rétrospectives et des événements autour du classique, ainsi que du livre, sport et cinéma. Notre invité est Laurence Le Hérisset, qui n'est autre que l'arrière-petit-fils de Georges Méliès. Il vient nous parler du cycle Magic Méliès aux sources des effets spéciaux, proposé à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé. Et tout de suite, on parle des événements et des rétrospectives. Noël oblige, deux événements rendent hommage à l'œuvre de Walt Disney. Le premier, c'est l'exposition L'art des studios Walt Disney, le mouvement par nature, qui a lieu au musée Art Ludique à Paris, quai d'Austerlitz, jusqu'au 5 mars 2017. Le musée, en collaboration avec la Walt Disney Animation Research Library, dévoile des storyboards et des dessins d'études inédits, comme ceux d'un faon pour Bambi ou de la marche d'un chien pour les 100 Dalmatiens, ainsi que des dessins d'animation des héros emblématiques, de Blanche-Neige à Tarzan, en passant par Maléfique, montrant l'évolution des techniques. Au total, 350 dessins et documents reviennent sur l'histoire de Walt Disney, rendant ainsi hommage au talent artistique des studios depuis près d'un siècle. Walt Disney également à l'honneur grâce à la restauration des Alice Comedies, proposée par Malavida le 7 décembre dans les salles. Il s'agit de 4 courts-métrages réalisés par Walt Disney entre 1924 et 1926, dans lesquels une petite fille est plongée dans l'univers des dessins animés. Cette petite fille est campée par l'étonnante Virginia Davis, alors âgée de 4 ans, qu'on va retrouver successivement au Far West, dans une maison hantée et même dans les profondeurs sous-marines, dans le plus beau, à mon sens, des 4 films proposés, Une journée à la mer, qui affirme déjà l'incroyable créativité visuelle de Disney, bien avant la naissance de Mickey qui n'interviendra qu'en 1928. Ces pépites très rares sont en plus accompagnées par la superbe partition à la guitare et à la flûte traversière de l'orchestre de chambre d'hôtes. Tous ces films sont bien sûr proposés en ciné-concert. Dis-le, que mon histoire était bien, espèce d'andouille. Hollywood, toujours Antoine, grâce à votre livre bien sûr, Hollywood, la cité des femmes, rappelons-le une nouvelle fois paru chez Actes Sud Institut Lumière à la fin du mois d'octobre. Le livre est bien sûr un cadeau de Noël indispensable. Vous en parlerez bien entendu à l'Institut Lumière à nouveau lors de 2 soirées spéciales Hollywood, la cité des femmes, les 13 et 14 décembre prochains. Oui, alors il y aura d'abord à 19h une conférence à l'occasion de laquelle j'expliquerai vraiment l'idée du livre. Vous savez que, en gros, on se souvient des actrices de l'âge d'or hollywoodien en grande partie pour le glamour, mais le glamour, c'est le plan marketing des studios. Mais derrière ce plan marketing, il y a des films extraordinaires qui sont bons parce qu'en fait, les actrices étaient excellentes. Et si elles étaient excellentes, c'est parce qu'elles se sont aussi souvent battues pour avoir des rôles qui les mettaient en valeur. Et il y a eu toujours une espèce de bagarre entre ces actrices et les producteurs, avec souvent la complicité des réalisateurs qui étaient plutôt, je dirais, du côté des actrices. Et donc c'est un peu aussi ce combat des actrices pour des rôles meilleurs que je raconte dans Hollywood, la cité des femmes, et que je détaillerai bien sûr dans cette conférence qui a lieu donc à l'Institut Lumière le 13 décembre à 19h. Illustration, travaux pratiques à 20h30, je présenterai Johnny Guitar de Nicolas Ray, qui est un film dans lequel John Crawford, qui est l'une de ces grandes stars de Hollywood, la cité des femmes, qui est à l'époque un petit peu en fin de carrière, arrive à dominer, à conduire ce film de manière extraordinaire, en montrant qu'elle est capable finalement dans cet univers de western très dur de tenir tête aux hommes, de leur imposer la loi et aussi de leur imposer finalement des valeurs morales que évidemment tous les hommes et même d'ailleurs toutes les femmes de l'Ouest n'ont pas forcément.
Et puis donc le lendemain, le 14 décembre, à 18h45 et à 21h, je présenterai 2 films noirs parce que il y a un long chapitre dans mon livre qui est dédié aux actrices de films noirs. Vous savez que le code de censure interdisait de montrer des choses trop sulfureuses, mais il n'interdisait pas de montrer le vice à condition qu'il soit puni. Et donc ça. Et là, dans le film en question, il est. Et alors là, dans la rue rouge, en effet, oui, de Fritz Lang à 18h45 à l'Institut Lumière, c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est un petit peu différent, bien qu'il s'agisse aussi d'un film noir, mais cette fois-ci à l'ambiance plus mystérieuse et je dirais psychanalytique, qui est Rebecca, que je présenterai à 21h, évidemment, le premier film de la carrière américaine d'Hitchcock, un monument extraordinaire avec Laurence Olivier et John Fontaine. Ces soirées Hollywood, la Cité des Femmes, sont aussi accompagnées, je crois, d'une exposition à l'Institut Lumière. Oui, alors c'est pas à l'Institut Lumière, c'est à la galerie de l'Institut Lumière, oui, qui est dans le centre de Lyon, et donc cette exposition a déjà commencé, vous pouvez déjà aller la voir, et si j'ai bien compris, elle va se prolonger jusqu'en fin janvier. Voilà, donc c'est une 60aine, je crois, de photographies. Tout à fait, de photographies rares. Évidemment, les meilleurs photographes se sont intéressés. Alors là, on revient un peu plus au glamour, mais justement, je pense que c'est très intéressant de voir les portraits de ces actrices, qu'ils soient glamour ou qu'ils le soient un peu moins. Je pense que c'est intéressant aussi de les voir quand on sait quelle a été leur vie et quelle a été leur carrière et bien souvent leur exigence artistique. Eh bien, donc un événement évidemment à ne pas manquer à l'Institut Lumière. L'Institut Lumière qui aime beaucoup les classiques, mais qui aime aussi quelques audaces. On n'aurait pas pensé que l'Institut Lumière allait rendre hommage à Tom Cruise. Et bien pourtant, c'est le cas, puisque la star de Mission Impossible est à l'honneur à l'Institut Lumière jusqu'au 30 décembre, à travers une rétrospective, alors non pas de tous ces films, mais il y en a une bonne quinzaine. Alors on parle ici des films un peu plus anciens, donc on peut citer dans les années 90 le film de Oliver Stone, né un 4 juillet, qui sera projeté le 30 décembre à 16h15, qui est un film quand même assez important, très important même dans sa carrière, puisqu'il a changé un peu son image. C'était un rôle d'un vétéran du Vietnam. Et puis c'est quand même un film, enfin c'est la meilleure publicité pour le système de santé américain. Je veux dire, c'est quand même un film politique très très fort, hein, et très étonnant. Je veux dire qu'à l'époque où je l'avais vu, j'avais vraiment considéré en effet que c'était un nouveau Tom Cruise et même un tournant dans le film politique américain, parce qu'on y voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Film sur le Vietnam, qui a d'ailleurs valu à Tom Cruise à l'époque une nomination à l'Oscar. L'acteur continuera dans les années 90 quelques belles choses. Un film aussi inattendu dans sa carrière, et Dieu sait s'il avait été critiqué à l'époque, c'est Entretien avec un vampire, le film de Neil Jordan. À l'époque, Anne Rice, l'auteur du livre, avait crié au scandale que l'acteur joue le rôle de Lestat. Finalement, c'était sans doute un de ses rôles les plus pervers et les plus intéressants. Le film sera projeté le 21 décembre. Et puis évidemment, cette période des années 90 s'achève en apothéose avec un génie du cinéma. C'est bien sûr Stanley Kubrick qui le dirigeait en 1999 dans Eyes Wide Shut. Un tournage au long cours, une sortie mouvementée, un couple qui aujourd'hui n'est plus, mais un film qui lui reste déjà dans l'histoire du cinéma, un classique qui sera lui diffusé le 29 décembre à 21h. May I have the password, please? Fidelio. That's right, sir. That is the password for admittance. But may I ask, what is the password for the house? The password for the house. Yes? I'm sorry, I seem to have forgotten it. That's unfortunate. Because here, it doesn't matter whether you have forgotten it or if you never knew it. You will kindly remove your mask.
À l'occasion de son 100e anniversaire, qui aura lieu le 9 décembre, et la ressortie de Chaîne conjugale de Joseph Mankiewicz le 7 décembre, Antoine, vous nous faites un tour d'horizon de la carrière exceptionnelle de Monsieur Kirk Douglas. Et oui, 100 ans, quand on sait l'énergie que Kirk Douglas a mis au service de ses films, quand on connaît la vertigineuse prolixité de ses amours, on ne peut qu'être époustouflé par la longévité quasiment surhumaine de Kirk Douglas. 100 ans, mais 100 ans, bazar. Quel est son secret? Je crois tout simplement que c'est le tempérament indomptable dont il fait preuve dans ses films qui est son secret, car je crois que ce tempérament indomptable, il est totalement autobiographique. Ce type que tout le monde dans la vraie vie aime pour son franc-parler et son engagement a fait la plus formidable carrière d'anti-héros de toute l'histoire du cinéma américain. Il était né dans une famille d'immigrants d'origine russe, il commence à payer ses cours d'art dramatique en faisant de la lutte et il va débuter à Broadway en 41 et y revenir après avoir passé 2 années sous les drapeaux dans la marine. Et là, il va tout de suite jouer des rôles au cinéma qui vont le mettre à la hauteur des plus grands. Et vous allez voir, il va y avoir une caractéristique dans ces rôles, une caractéristique très étonnante qui, à mon avis, explique cette longévité incroyable. Alors le premier film de Kirk Douglas, c'est en 46, L'emprise du crime de Lewis Milestone. C'est un politicien minable, faible, alcoolique, aussi fou que sa femme, qui est incarnée par Barbara Stanwyck, qui est merveilleuse dans ce film. Et dès ce premier rôle, on décèle en lui un curieux mélange d'énergie indomptable et de fragilité, et aussi une violence qui débouche sur l'autodestruction. Et on va voir que presque toujours, cette espèce de force de Kirk Douglas agit comme une espèce de force auto-immune qui le pousse à l'autodestruction. Alors, pour quelqu'un qui s'est autodétruit arrivé à 100 ans, je trouve ça absolument extraordinaire. On va trouver un rôle qui n'est finalement pas si éloigné, en tout cas qui met en valeur là aussi cette violence de Kirk Douglas en 47 dans La griffe du passé de Jack Tourneur, où il joue le caïd impitoyable et vicieux qui poursuit Robert Mitchum dans sa nouvelle vie. Et puis, nouvelle apparition des pulsions autodestructrices de Kirk Douglas dans un rôle un peu différent, en 1949 dans Chaîne conjugale. Alors Chaîne conjugale, je m'arrête pour en dire un petit mot, parce que je sais que c'est un film qui ressort en ce moment. Donc au départ, ce n'est pas Kirk Douglas qui est la star de Chaîne conjugale, parce que c'est un film qui est dominé par 3 femmes dans sa distribution, Jan Crane, Linda Darnell et Ann Sothern. C'est l'histoire de 3 femmes qui, au moment de partir pour une croisière de charité, découvrent que leur meilleure amie est partie avec le mari de l'une d'elles. Elle leur laisse un petit mot pour dire ça, et puis donc elle découvre ça juste au moment de prendre le bateau, et elles vont passer toute la croisière en bateau à faire des supputations pour essayer d'imaginer qu'est-ce qui dans la vie de l'une ou de l'autre a entraîné potentiellement le départ de son mari. Donc on va avoir 3 flashbacks, et à la fin, bien sûr, on connaîtra la solution que je ne vous donne pas, parce que je veux que vous regardiez le film. Et donc Kirk Douglas est le mari de l'une d'elles, Ann Sothern, et il est là un personnage très important dans le film, parce qu'au fond, ce film, qui date de 49, montre vraiment l'entrée des femmes américaines dans la modernité. Et le rôle d'époux que joue Kirk Douglas, puisqu'il joue l'époux de Ann Sothern, est un peu le catalyseur de cet élément d'actualité qu'il y a dans ce film. Alors Kirk Douglas, il joue un prof qui est pas totalement antipathique d'ailleurs, et c'est probablement le premier personnage du cinéma américain à se plaindre d'être moins bien payé que sa femme, puisque dans le film, il est prof, sa femme travaille dans la publicité, et donc c'est elle qui gagne beaucoup d'argent et lui en gagne beaucoup moins. Et comme il est assez jaloux, qu'il est assez furax, et ben qu'est-ce qui va se passer? Il va être en colère, c'est Kirk Douglas, et il va avoir une colère autodestructrice, c'est Kirk Douglas. Et donc, il n'hésite pas à savonner la planche de son épouse dans un dîner où elle a amené ses clients, et donc évidemment Kirk Douglas, qui est prof, qui est cultivé, trouve ses clients totalement vulgaires et grotesques, et donc il va pas pouvoir s'empêcher de se lancer dans quelque chose qui est un peu l'autodestruction de son ménage, en ridiculisant les clients de sa femme. Est-ce que ce film, dans lequel en effet, il faut le rappeler, Kirk Douglas n'est pas la vedette, va changer ensuite le cours de sa carrière? Alors non,
ce qui va changer le cours de sa carrière, c'est le film suivant, enfin l'un des films suivants, peut-être pas le premier qui fait juste derrière, mais si, je crois que c'est vraiment juste après, c'est Le Champion de Mark Robson. Alors Mark Robson, c'est un réalisateur qui a la caractéristique d'avoir fait 2 très grands films de boxe, puisqu'il a fait Le Champion et il a fait Plus dur sera la chute, qui est le dernier film de Bogart, et qui est un film extraordinaire sur la boxe. Mais là, nous avons Le Champion avec Kirk Douglas dans le rôle du boxeur, et alors là, il joue un rôle de boxeur totalement arriviste et sans scrupules, que sa quête frénétique de la gloire va conduire, là encore, devinez quoi, à l'autodestruction. C'est le film qui fait véritablement de Kirk Douglas une vedette. Quand on voit ce qu'est Kirk Douglas, quand on voit sa violence, quand on voit sa combativité, il n'y a évidemment pas mieux qu'un ring pour donner ses lettres de noblesse à ce lutteur indomptable. Ensuite, en 1950, il est dans La femme aux chimères de Michael Curtis. Alors là, pour une fois, il est plutôt sympathique, mais là aussi, il joue un trompettiste qui sacrifie tout à son art. Ensuite, en 51, on va avoir un film très marquant qui est le Gouffre aux chimères de Billy Wilder, formidable, où il joue une véritable crapule, un reporter sans scrupules, grand film sur le journalisme, voilà, qui n'a pas hésité à prolonger jusqu'à la mort les souffrances d'un homme prisonnier d'un gouffre. Et pourquoi faire tout ça? Pour prolonger le barnum médiatique qui s'est installé autour de la catastrophe. En 51 aussi, il y a un film de William Wyler où Kirk Douglas joue un personnage délirant, c'est Detective Story. Il joue un policier complètement fou qui s'acharne contre un médecin avorteur, quitte à faire le malheur de sa propre épouse. Autodestruction toujours, évidemment. Alors en 52, on a une petite pause avec un intermède humoristique et presque tendre avec La captive aux yeux clairs de Howard Hawks, mais tout de même encore un petit penchant quand même de Kirk Douglas pour l'autodestruction, puisque la scène la plus hilarante est celle où il cherche dans l'herbe son petit doigt amputé après une opération chirurgicale qui a été effectuée dans l'euphorie et à grand renfort de spiritueux. En 52, alors là on est toujours encore dans la violence, l'autodestruction, etc., avec Les Ensorcelés. Cette fois-ci, on a un grand film de Minnelli consacré à Hollywood, où Kirk Douglas est cette fois-ci un producteur mégalomane, et tous ceux qui l'a fait souffrir continuent à le suivre parce qu'ils sont fascinés. En 54, quand même, il faut reprendre son souffle et gagner un peu de sous. Donc là, Kirk Douglas va gagner $125 000 en tournant 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer pour le studio Disney. Film quand même très sympathique. En 55, alors là, un rôle très important, c'est L'homme qui n'a pas d'étoile de King Vidor, où Kirk Douglas joue un cow-boy allergique à l'obéissance et au barbelé, mais enfin quand même tout à fait macho, puisqu'il est rétif à l'autorité de la belle Jan Crane, qu'il avait déjà côtoyé dans Chaîne conjugale, tout en ne dédaignant pas de passer la nuit avec elle dans le film. On reconnaît que ce rôle plaisait particulièrement à Kirk Douglas au fait qu'il affirmait de manière un peu mégalomane, parce qu'il faut bien dire qu'il est quand même très mégalo, le Kirk, donc il affirmait l'avoir réalisé, alors que le réalisateur officiel c'est quand même King Vidor, qui est quand même pas le premier venu, mais non, il disait non, ce film-là, c'est moi qui l'ai réalisé. Et ce qui est intéressant, c'est que 7 ans plus tard, alors qu'il sera devenu entre-temps producteur, il va rejouer un personnage qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son personnage de l'homme qui n'a pas d'étoile, dans un film qui est peut-être le chef-d'œuvre de Kirk Douglas et qui est Seuls sont les indomptés. Alors dans Seuls sont les indomptés, Kirk Douglas joue à peu près le même cow-boy que dans L'homme qui n'a pas d'étoile, sauf qu'un siècle a passé et que le cow-boy n'arrive pas à s'adapter à la vie moderne et qu'il est même à un moment pourchassé par un hélicoptère. Donc c'est un film tout à fait extraordinaire. Kirk Douglas, qui l'a produit, prétendait aussi qu'il l'avait réalisé, ce qui n'est probablement pas exact. I didn't want enough. I didn't want a host in one of those pots and pans. I didn't want anything but you. It's God's own blessing I didn't get you. Why? Because I'm a loner clear down deep to my very guts. You know what a loner is? He's a born cripple. He's crippled because the only person he can live with is himself. It's his life, the way he wants to live it. It's all for him. A guy like that, he'd kill a woman like you. Because he couldn't love you. Not the way you are loved. You'll change someday too, Jack. Could have, maybe. Can't now, too late. Paul did, though. You know, I tried to get him to break jail. I knew you'd try. I was afraid he'd do it, too. Oh, he turned me down cold.
And it's not because you want to spend 2 years with that wild-eyed little mountain girl you were jealous of. You know, do what you want to do and the hell with everybody else. Oh, forget her. You got her backed off the map. I don't know what you've done to him, you and Seth, but he's a good 3 times bigger than he ever was before. My sun's still coming up. If I had a big kiss, I could probably beat it to the top of that hill. Bon, la vie passionnée de Vincent Van Gogh en 56, règlement de compte à hockey choral, les Vikings, encore un peu d'autodestruction, puisqu'il a quand même cet œil qui lui a été dévoré par un aigle. Et puis, petit à petit, on va avoir aussi Kirk Douglas qui va s'affirmer dans son engagement démocratique, dans des films qu'il va souvent produire. Et il y a évidemment le duo de ces films avec Stanley Kubrick. D'abord, Les Sentiers de la Gloire, pour évidemment c'est un film où il incarne un officier plein de droiture face à un commandement qui veut faire fusiller les soldats accusés de désertion. Et puis bien sûr Spartacus, le chef-d'œuvre de la révolte des esclaves, sur lequel Douglas a lui-même montré qu'il ne fallait pas plaisanter avec son autorité. Il a beau jouer un révolté, c'est quand même lui qui a viré Anthony Mann pour le remplacer par Stanley Kubrick. Et qui a réhabilité également Dalton Trumbo. Et qui a réhabilité Dalton Trumbo, mais ce truc-là est un peu compliqué parce qu'on sent dans la façon dont Dalton Trumbo le raconte qu'il est un peu énervé que Kirk Douglas s'attribue ce mérite, car en réalité, apparemment, le premier film où Trumbo est réapparu au générique, c'est un film de Preminger. Et donc, on sent dans le récit que faisait Trumbo de cette histoire que probablement Douglas, avec sa mégalomanie habituelle, qu'on lui pardonne quand même parce que c'est un personnage extraordinaire, mais a quand même raconté l'aventure un peu à son avantage. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, je pense qu'après Seuls sont les Indomptés, dont j'ai déjà parlé et qui date de 62, la carrière de Kirk Douglas devient moins riche en chefs-d'œuvre, mais évidemment, il va encore continuer à faire quelques compositions incroyables, comme celle d'un publiciste rongé par le remords dans L'arrangement de Kazan ou dans Le Reptile de Mankiewicz en 70. Il va tourner jusqu'en 2004, donc à l'âge de 88 ans. À force d'être un génie de l'autodestruction, Kirk Douglas a fini, c'est évident, par devenir un génie de la résilience. Bon anniversaire, Kirk. Grand et bel anniversaire à Kirk Douglas, dont l'œuvre est aussi célébrée à la Cinémathèque le 9 décembre. Le jour de son anniversaire, vous pourrez revoir L'arrangement, La captive aux yeux clairs, Les ensorcelés, Les sentiers de la gloire et quelques autres films qui honorent évidemment ce très grand acteur. Merci beaucoup Antoine. Et maintenant, nous parlons de l'un des plus grands pionniers du 7e art avec notre invité. Vous êtes toujours dans Flashback où nous parlons maintenant de Georges Méliès à l'occasion du cycle Magic Méliès aux sources des effets spéciaux à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé du 20 décembre au 3 janvier 2017 que propose l'association Les Amis de Georges Méliès fondée par sa petite fille Madeleine Maltête-Méliès. Nous avons aujourd'hui comme invité Laurence Le Hérisset, l'arrière-petit-fils du cinéaste. Alors Laurence, vous êtes pianiste, compositeur et improvisateur et vous allez accompagner au piano les films de votre arrière-grand-père qui seront bonimentés par votre mère, son arrière-petite-fille, Marie-Hélène Le Hérisset. Laurence Le Hérisset, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pouvez-vous nous parler de cette tradition familiale ? C'est quelque chose qui a commencé en 1945, juste après la guerre. Madeleine Maltête-Méliès a décidé de retrouver l'œuvre de son grand-père, car à cette époque-là, il ne restait plus que 8 films connus. Et depuis, très rapidement, pour les montrer, nous avons présenté des spectacles cinématographiques. On n'appelait pas ça encore à l'époque ciné-concert. Et donc, au fur et à mesure qu'on retrouvait l'œuvre, on projetait les films sous forme de programme. Donc, il y avait tout le temps du boniment et dès le départ, il y a eu un pianiste pour accompagner ces séances. Donc oui, alors comment se déroulaient les séances à l'époque, donc au début du XXe siècle? Je rappelle que les films de Méliès c'était au tout début des années 1900. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences dans les musiques que vous accompagnez? Est-ce que ce sont des musiques originales? Est-ce que ce sont des improvisations? Comment ça se passe? Alors musicalement, non, il n'y a pas de composition à l'image avant, on pourrait dire, on va dire majoritairement après la Première Guerre mondiale, on commence à penser à la musique à l'image. Mais avant, il faut voir que les films étaient
projeté par les forains, et donc souvent ça devait être le violoniste qui accompagnait, ou des instruments qui étaient des instruments de nomades, on pourrait dire. Méliès, en revanche, dès le début, et vu qu'il avait son théâtre, le théâtre Robert Houdin, il y avait des pianistes qui se succédaient pour accompagner les tours de magie, et donc dès le début, il y a eu un pianiste pour accompagner les films, car dès le début, Méliès a projeté tout de suite ses films dans son théâtre. Et votre mère raconte l'histoire de ces films. Exactement. Ça. Alors c'est une tradition familiale dans le sens où on a hérité un petit peu de cette culture familiale, de cette transmission orale, on pourrait dire, de ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un boniment, quelqu'un pour présenter les films, pour bonimenter, ce que Méliès lui-même avait prévu d'ailleurs souvent dans des petits textes qu'il mettait avec les bobines. Et le musicien, donc il en est vraiment dans le cadre d'un spectacle, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux personnes vivantes qui sont souvent là pour parler et jouer sur les films. Voilà. Donc c'est tout un univers qui est celui qu'on appelle maintenant du ciné-concert. Mais c'est vrai que nous, il y a une particularité dans la famille qui est ce boniment qui nous a été transmis de génération en génération. On pourrait dire, bien que maintenant les choses aient évidemment changé comme toute tradition orale. Mais ce boniment, il existait à l'époque. C'est un boniment d'époque. C'est vous qui avez réécrit pour cette rétrospective. C'est un boniment d'époque qui évolue dans le temps. Et évidemment, maintenant, c'est un public moderne, donc il est adapté à ce public. C'est-à-dire que c'est à la fois culturel, mais en même temps, ça rappelle ce que Méliès voulait, ce que Méliès donnait comme instruction avec les films, avec les bobines. Donc c'est une chose historique, mais de tradition orale. Donc il y a toute cette transformation au fil du temps. Alors parlons un peu d'histoire et replongeons-nous dans l'œuvre de Méliès. Méliès, comme vous l'avez un peu dit tout à l'heure, était au départ un magicien, un prestidigitateur. Il était le directeur même du théâtre Robert Houdin. Comment et de quelle manière Méliès a découvert le cinématographe? Alors, il l'a découvert en se rendant au Grand Café. Il avait des frères Lumière avaient un atelier de pose photographique qui était au-dessus de là où il travaillait. Et donc, ils se sont rendus ce fameux soir au Grand Café pour pouvoir assister à l'une des premières projections. On dit que c'est la première, mais il était à l'une des premières projections de cette fameuse séance des frères Lumière, la première. Et là, évidemment, quand il a vu l'appareil, il a dit c'est mon affaire. Avec ça, je vais pouvoir faire des tas de choses. Mais on connaît un peu l'histoire. Le père des frères Lumière n'a pas voulu lui céder l'appareil, lui vendre. Donc il a fallu qu'il reconstruise tout ça et qu'il trouve une solution, qu'il prenne d'autres brevets, qu'il invente tout un processus pour pouvoir refaire un appareil de prise de vue. Et c'est à ce moment-là qu'il vraiment se lance dans ses tournages, où il va même créer un studio entièrement équipé à Montreuil. C'est le premier dans l'histoire à avoir de telles dispositions techniques. Voilà, alors très vite, il tourne donc ses premiers films, il fait comme les frères Lumière, il prend des scènes de la vie quotidienne, mais en l'espace de 3-4 mois, il commence à faire des petites scénettes. Et très vite le studio va arriver, qu'on dit le premier studio du monde, qui est donc plus ou moins un des premiers, mais en tout cas si ce n'est le premier, le second, mais voilà. Donc très très vite il va construire ce dont il a besoin pour ce qu'il imagine. Alors d'ailleurs ça marque un peu un paradoxe chez Méliès, parce que c'était un homme pétri d'imaginaire. Ses films parlent aux petits et aux grands, mais aussi beaucoup aux petits, parce qu'il y a toute une fantasmagorie derrière et qui appelle beaucoup à l'enfance. Mais d'un autre côté, c'était un pionnier, un avant-gardiste même, on vient de le dire. Il avait créé quasiment le premier studio entièrement équipé, et aussi la première structure vraiment dédiée au cinéma, qui était la Star Film. C'est un paradoxe, c'était à la fois un homme d'affaires tout en gardant son âme d'enfant. Alors un homme d'affaires, je ne sais pas, parce que dans la famille, nous disons souvent qu'il n'a pas été un très bon homme d'affaires, un bon homme d'affaires. C'était un créateur, c'était quelqu'un, mais au niveau gestion, il n'a pas su faire fructifier tout ça. Ça a été très compliqué pour lui.
il a fini, comme on le sait, avec une vie assez difficile. Mais c'était plus un créateur, plus un ingénieur, un concepteur qu'un gérant. Et alors, son patrimoine, il est aujourd'hui assez considérable. Dans cette rétrospective, dans ce cycle Magic Méliès, vous présentez une 50aine de courts-métrages. Aujourd'hui, quel est le patrimoine de l'œuvre de Méliès? Combien existe-t-il encore de films? Combien malheureusement, sont perdus à jamais? Alors, on a retrouvé un peu moins de la moitié de son œuvre, et en termes de films. Mais en termes de métrage, on a retrouvé un petit peu plus. Donc on a quand même une bonne idée de l'œuvre de Méliès, mais il reste effectivement encore plein de films à trouver. Et d'ailleurs, on en a trouvé un il n'y a pas longtemps, enfin nous non, mais a été retrouvé, un match de prestidigitation qui a été retrouvé il y a maintenant une année. Donc on retrouve encore des films, et à chaque fois c'est un petit miracle. Mais donc on estime à combien? 300 les films de Méliès on doit être autour de 200. Autour de 200. Le chiffre exact, je ne sais pas, mais on est voilà. Et parmi donc les 50 films que vous avez choisis pour cette rétrospective, il y a évidemment sans doute le film le plus célèbre de Méliès, qui est Le Voyage dans la Lune, qui sera présenté dans une séance spéciale le 22 décembre. Tout à fait. Le Voyage dans la Lune, c'est son film le plus célèbre, mais est-ce que selon vous c'est son meilleur film, ou y en a-t-il d'autres? C'est toujours pareil, c'est une espèce de cristallisation je sais pas pourquoi. On a par exemple, vous prenez pour Ravel, c'est son Boléro, et ben là vous avez pour Méliès, vous avez Le Voyage dans la Lune. Son meilleur film, je ne sais pas. Effectivement, pour 1902, c'est assez incroyable et il est assez fantastique. Rappelez, ça a été un très très grand succès à l'époque. Ça a été un succès phénoménal. Je pense pour plein de raisons. Le sujet, il a rencontré son temps, ce film, son époque. Il est resté une espèce de quintessence de l'histoire du cinéma. C'est cette lune qui reçoit un obus dans l'œil. Ça résume assez bien souvent le cinéma. On se prend cet obus dans l'œil. Enfin, je ne sais pas, une espèce comment on pourrait dire, ça semble résumer le cinéma. Voilà. Donc, mais c'est le meilleur film. Bon, c'est toujours une catégorie, le meilleur, qui est assez subjectif, etc. Mais enfin, il est assez fantastique. Et d'ailleurs, donc, ce qui est intéressant, c'est que pendant les projections qui vont avoir lieu à la Fondation, Jérôme Sédou-Paté, il va y avoir une projection assez unique du film du Voyage dans la Lune, qui est une copie de première génération qui a absolument pas été vue. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plutôt intéressant. Les détails sont fantastiques, car c'est vraiment une copie superbe. Alors pour les puristes qui nous écoutent, c'est une version coloriée, une version noir et blanc. Alors c'est une version noir et blanc. C'est une version noir et blanc. C'est une version noir et blanc de première génération, et dont les détails sont fantastiques. Voilà. Bon, c'est effectivement un petit côté puriste, mais on y voit beaucoup plus de détails que dans toutes les copies qui peuvent circuler. L'exposition s'intitule Aux sources des effets spéciaux, qui est bien la marque de fabrique de Georges Méliès. Il est connu évidemment pour ses trucages, pour son inventivité. Selon vous, quels sont les trucages les plus marquants dont on parle encore aujourd'hui, qui ont inspiré d'autres cinéastes après? Voilà, en quelques scènes comme ça, quelles seraient selon vous les étapes les plus marquantes? Je sais pas. Ces trucages. La force de Méliès, c'est la combinaison de ces trucages. Souvent, certains de ses films combinent un certain nombre de trucages, que ce soit le fondu, l'arrêt de caméra, et c'est la force qu'il a. Il a dû résoudre un nombre fabuleux de problèmes pour arriver à faire ces petits films. C'est ça qui est assez extraordinaire avec Georges Méliès, c'est cette capacité qu'il a à résoudre tous ces problèmes, vu les moyens qu'il a à l'époque. Et tout ça dans une esthétique qui est formidable. Il raconte en une minute des choses absolument incroyables et fantastiques. Est-ce que c'était lui qui était le maître d'œuvre de tous ces films, ou il avait C'était vraiment le maître d'œuvre, le seul capitaine à bord, ou l'homme orchestre? L'homme orchestre. C'est vraiment l'homme orchestre. Oui, il dirigeait tout au point que je pense que s'il est souvent sur scène, c'est que lui-même savait comment il voyait les choses, et ça devait être sûrement très très compliqué d'expliquer ce qu'il fallait faire au vu du fait qu'il, par exemple, il fallait rembobiner la bobine pour pouvoir refaire des passages, pour des surimpressions, etc. Et je pense que lui voyait très bien ce qu'il y avait à faire, et qu'il était à même de le faire, un des seuls à pouvoir le faire sur le moment, sans perdre un temps fou à expliquer ce qui devait être.
Alors ça a été en effet un pionnier essentiel de l'histoire du cinéma, et pourtant l'histoire à l'époque ne lui a pas vraiment rendu justice. Comme vous l'avez un peu dit tout à l'heure, la fin de sa vie sera moins rose, et puis il va être ensuite redécouvert. Mais qu'est-ce qui explique à votre avis qu'à un moment donné Méliès soit passé de mode? Son esthétique, sûrement. Son esthétique, et puis on parlait de sa façon de gérer les affaires. Peut-être n'a-t-il pas vu ou su prendre voir que le cinéma allait s'industrialiser, qu'il peut-être s'est-il pas associé à qui il fallait au bon moment. Mais je pencherais quand même pour la principale cause, à mon avis, est l'esthétique de son cinéma. Le cinéma va évoluer, va changer, et lui reste dans son univers. Je pense que c'est un petit peu principalement ce qu'il perdra. Et alors, votre famille sauvegarde cet héritage de belle manière depuis toutes ces années. Ça doit être un travail, j'imagine, presque de tous les jours, de transmettre dans le monde entier, puisqu'il faut quand même rappeler que Georges Méliès est connu dans le monde entier, et notamment aux États-Unis. Martin Scorsese lui a consacré un très bel hommage, Hugo Cabret, il y a quelques années. Cet héritage, il est précieux. Oui, tout à fait. Ça a été une vocation pour Madeleine Maltais-Méliès, pour la famille, pour ma maman qui a aussi beaucoup travaillé, pour Anne-Marie Quévrin, pour Jacques Maltais. Il y a toujours eu un membre de la famille pour s'intéresser à l'œuvre, pour petit à petit. En fait, on a une mission un petit peu de cinémathèque, retrouver, conserver, montrer. Et tout ça a été fait de façon très familiale jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, les choses ont aussi un petit peu changé. Le cinéma s'enseigne dans les universités. Les cinémathèques sont apparues dans le monde entier. Chaque pays, maintenant, a quasiment une cinémathèque. Donc, petit à petit, c'est constitué un réseau. Mais ça a été ça essaie toujours encore, parce que moi-même, je continue d'une façon un peu... disons parallèle, puisque je suis musicien, mais je continue à accompagner ces films dans le monde entier avec ma maman qui les présente, et donc ça reste, il y a toujours eu quelqu'un pour s'occuper de cette œuvre. Voilà. Eh bien, une œuvre à redécouvrir à la Fondation Pathé, donc grâce au cycle Magic Méliès aux sources des effets spéciaux, à la Fondation donc Jérôme Sédou Pathé au 73 avenue des Gobelins à Paris, du 20 décembre au 3 janvier 2017. Merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous. Et tout de suite, nous parlons de l'actualité des DVD. Une grande actualité DVD Blu-ray nous intéresse maintenant. Forcément, c'est la période des fêtes de fin d'année et les éditeurs ont soigné très bien cela, à commencer par Wildside qui propose le 7 décembre dans une très très belle édition DVD Blu-ray, Le Grand Chantage, un film de Alexander McKendrick réalisé en 1957, l'histoire du plus puissant chroniqueur de New York, un homme sans scrupules et assoiffé de pouvoir, qui va par tous les moyens briser l'idylle entre sa sœur et un guitariste de jazz grâce à la complicité d'un attaché de presse ambitieux, obsédé par sa réussite. C'est un film implacable sur la manipulation, une manipulation sans limite et une corruption également sans limite. C'est le premier film américain de l'américain Alexander McKendrick, mais qui avait fait sa carrière en Angleterre avec des comédies britanniques produites par les studios Ealing, notamment Tueur de Dames, sans doute sa comédie la plus célèbre. C'est également l'un des premiers films américains à avoir été tourné de nuit à New York, avec deux acteurs que je n'ai pas encore cités, mais comment ne pas les citer, Burt Lancaster, qui est également le producteur du film, qui joue le chroniqueur donc, et bien sûr Tony Curtis qui joue cet attaché de presse. Cette édition DVD est accompagnée d'un livre de 220 pages, spécialement écrit pour cette édition par Philippe Garnier, journaliste et historien du cinéma. Et Philippe Garnier, nous l'avions rencontré lors du dernier festival Lumière où il présentait le film. Il évoque pour nous sa genèse tumultueuse. En fait, le projet avait commencé avec Ernest Lehman. Ernest Lehman, qui était, comme vous savez, c'est un scénariste très versatile, très populaire dans les années 50-40, enfin plutôt 50-60. Mais là, c'était ses débuts. Et il avait écrit une série de trois nouvelles sur le milieu des attachés de presse et des columnistes, enfin ce qu'on appelle les columnistes, on pourrait dire des chroniqueurs
acteurs américains et le rôle que ça jouait dans le show business. En fait, c'était une espèce d'exploration de la sous-ventrière du show business. Et il n'avait pas du tout de succès pour vendre son histoire, quoi. Alors que c'était vraiment basé sur son expérience personnelle, puisqu'il avait été attaché de presse, un peu comme le personnage de Tony Curtis, c'est-à-dire les gens qui passent leur temps dans les bars et dans les restaurants à récolter les ragots et les tuyaux pour alimenter les chroniques de ces gens qui, on n'a absolument pas idée en France de l'importance du pouvoir de ces gens dans les années 20, 30, 40. Des gens comme Walter Winchell ou Mark Hellinger, des gens comme ça, ils étaient lus par 25 millions de personnes. Donc ils pouvaient très bien détruire des carrières comme les faire, les carrières. Et donc personne ne voulait toucher à ça parce que justement à cause de Winchell, et puis aussi parce que c'était quand même une histoire assez nauséabonde. Et il n'y avait qu'une compagnie à Hollywood qui était intéressée par ça, c'était Hecht et Lancaster qui avaient démarré leur compagnie indépendante. Et mais aux yeux de Lehman, c'était des voyous, quoi. Enfin, je veux dire, Lancaster passait son temps torse nu, à se balancer au bout d'une corde dans les machins de pirates, etc. Et lui, c'était l'intello juif new-yorkais. Et c'est seulement quand ils ont eu le gros succès avec Marty, non seulement qui a récolté la palme à Cannes, mais qui a eu aussi l'Oscar, que tout d'un coup ils ont trouvé la légitimité. Donc Lehman leur a vendu les droits, mais il a négocié très fort, en particulier en insistant pour mettre en scène lui-même. Alors c'est un peu de la rigolade parce que comme de toute façon les Hecht et Lancaster voulaient filmer la nuit à New York, donc un tournage très difficile, ils n'avaient pas confié le tournage à un néophyte, quoi, enfin à un débutant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont rendu malade. Ils se sont ligués contre lui, ils ont dit que son adaptation était pourrie et lui ont donné tellement de maux d'estomac, etc., que son docteur l'a envoyé à Hawaï et puis après à Tahiti pour se reposer. Donc en fait, l'auteur de The Sweet Smell of Success était à Tahiti pendant que ça se faisait à New York. Donc qu'est-ce qu'ils ont pris pour remplacer? Non seulement ils ont pris donc Alexander McKendrick qui était vraiment, lui arrivait comme ça, il bossait sur un truc de la Révolution américaine, hein, donc c'est un film en costume et tout ça, connaissant pas grand chose à New York, pas grand chose au show business américain, et parce que en fait Lancaster, qui avait des velléités de mise en scène, il avait déjà mis en scène un film, The Kentuckian, et donc il se disait, bon, il va être malléable, ça va être juste un mec comme ça qui va dire action, et puis bon. Et ça n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire, c'était Sweet Smell of Success, c'est vraiment un exemple type de détournement de film, en fait, qui a échappé complètement au contrôle de Lancaster. Ce qui est assez drôle parce que, en fait, dans le film, il joue quelqu'un de terrible et qui a un pouvoir absolu. Et finalement, un homme détruit à la fin, où tout lui échappe à cause de sa sœur. Enfin, bon, c'est pas raconter l'histoire, mais donc c'est un peu ce qui lui est arrivé. Mais malgré ça, donc en fait, McKendrick a imposé, par exemple, sa fin, par exemple, qu'il a tourné complètement en secret, quoi. Les autres, ils n'en voulaient pas. Enfin, ça se terminait par Lancaster qui poussait, qui envoyait valser Tony Curtis par la fenêtre. Donc, mais ils avaient quand même l'impression d'avoir fait un truc super bien. Enfin, je veux dire, et le film a fait un bide, mais terrible. Enfin, McKendrick, dans un essai, a décrit le truc qui m'a toujours amusé. Il m'a dit, j'étais dans la salle pendant la première, enfin pendant les previews. Il dit, les gens se recroquevillaient sur leur fauteuil comme des huîtres sur lesquelles on mettait un jus de citron. Et donc, il ne voulait absolument pas voir, surtout
Tony Curtis, qui jusqu'à présent avait joué le rôle de joli cœur, vraiment le beau-fils idéal. Il voulait surtout pas le voir dans un rôle aussi noir, aussi sordide. Voilà un échec à l'époque, mais aujourd'hui le film est très largement réévalué et avait permis aussi, au moment du tournage, à Tony Curtis, qui était cantonné au rôle de joli cœur et de jeune premier, de casser son image, et c'est sans doute l'un de ses plus grands rôles. Oui, parce que Tony Curtis, en fait, prend un peu le pouvoir quand même, je trouve, dans ce film, qui est un film produit par Burt Lancaster, qui était à l'origine à la gloire de ce dernier. Et donc Tony Curtis arrive vraiment à émerger dans ce film, et je pense qu'il émerge à la fois grâce à son talent, mais aussi finalement parce que son rôle montre l'importance des attachés de presse dans cette presse américaine des années 50, à une époque probablement où les métiers de la communication étaient beaucoup moins régulés qu'ils le sont aujourd'hui. Et donc ce personnage très énigmatique qui vient s'insérer finalement entre les gens dont parlent les journaux et les journalistes est tout à fait étonnant. Et puis ce qui est intéressant, c'est le contraste entre les deux interprétations. Curtis est tout le temps en mouvement dans le film, il bouge constamment face à la raideur glaçante, je trouve, de Burt Lancaster, que je trouve extraordinaire dans le film. Vraiment, c'est sans doute peut-être pas son plus grand rôle, mais enfin en tout cas c'est vraiment un de ses plus grands rôles, et grâce aussi, et ça on n'en a pas parlé, à la très grande photographie de James Wong-Ho, immense chef opérateur, grand chef opérateur de film noir, de film noir, qui donne une ambiance de film noir, et qui le filme vraiment exactement comme un film noir. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir à quel point il aimait filmer Lancaster en légère contre-plongée pour jouer sur les ombres maléfiques que les montures de ses lunettes projetaient sur son visage, et ce qui renforce encore un peu plus l'air sinistre du personnage. Non, c'est vraiment un film à découvrir, parce que finalement assez peu connu, donc dans cette très très belle édition DVD Blu-ray chez Wildside le 7 décembre. Autre très belle édition, mais l'éditeur nous a évidemment habitués, c'est Carlotta, qui propose un coffret ultra collector d'un film de Joe Dante sorti en 1989, The Burbs, soit un portrait mordant de la banlieue américaine, dans lequel une bande de voisins emmenés par Tom Hanks se met à soupçonner les nouveaux arrivants d'une famille qui s'appelle les Klopek d'être à l'origine de la disparition de l'un des leurs. Alors lui aussi, il a été assez mal reçu à sa sortie, bien qu'il était un relatif succès, et puis au fur et à mesure des années, il est devenu culte, particulièrement aux États-Unis. On retrouve d'ailleurs bien l'esprit moqueur de l'auteur des Gremlins. Joe Dante, c'est beaucoup de films quand même marquants dans les années 80, des films assez irrévérencieux. Et dans celui-là, il signe à la fois un pastiche des films d'horreur, avec de nombreuses citations à l'Exorciste ou encore à Massacre à la tronçonneuse, et bien sûr une satire assez mordante de l'Amérique. Ce qui est intéressant, c'est que le film est sorti entre deux films qui ont, on va dire, remis la banlieue en perspective, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était Blue Velvet de Lynch d'un côté et Édouard aux mains d'argent de Tim Burton de l'autre. On n'en est pas à ce degré d'excellence, mais c'est un film qui est vraiment tout à fait sympathique, et qui a été tourné, c'est pour l'anecdote, au studio Universal, au même endroit que la série Desperate Housewives. Et d'ailleurs cette édition richement fournie en bonus, grâce auquel on apprend notamment que le tournage était régulièrement perturbé par les visiteurs du parc Universal, et que le cinéaste avait d'ailleurs dû tourner plusieurs fins alternatives que l'on peut découvrir dans cette très belle édition qui est aussi accompagnée d'un livre de 200 pages, Les monstres de Mayfield Place, qui revient sur toute l'histoire du film, même sur la sorcellerie aux États-Unis, puisque c'est évoqué dans le film. Une édition absolument incontournable à découvrir dès le 1er décembre. Deux classiques français, Antoine, sortent chez Gaumont dans deux très belles éditions. Rendez-vous de juillet de Jacques Becker. Alors, Rendez-vous de juillet de Jacques Becker, je crois qu'on peut dire deux choses. D'abord, que c'est vraiment le film de l'existentialisme de Saint-Germain-des-Prés. Sans ce film, le mythe n'aurait certainement pas autant traversé les frontières et les années. Et puis c'est quand même aussi le film qui a lancé toute une génération de comédiens, Daniel Gélin, Maurice Ronet, Nicole Courcelles qui nous a quittés il y a pas très longtemps, et puis une actrice un peu moins connue mais qu'on verra, qui sera une des rares françaises à tourner chez Hitchcock, qui est Brigitte Aubert. Et puis donc l'autre sortie Gaumont classique, c'est un carnet de balles de Julien Duvivier réalisé en 1937. Alors là aussi distribution extraordinaire avec Marie Belle, Louis Jouvet, Françoise Roset, etc. En fait, c'est un film qui est une sorte de marabout bout de ficelle, parce que c'est une veuve qui n'est
plus tout à fait jeune, mais enfin qui est encore, disons, accorte, qui se souvient de toutes ses amours et qui petit à petit va se laisser convaincre par ses différents flashbacks qu'il faut laisser le passé être le passé et qu'il faut aller de l'avant. C'est pas forcément le film de Duvivier le plus négatif et c'est assez intéressant parce que je trouve que souvent les morales des films de Duvivier sont quand même assez sinistres. Celui-là est mitigé, mais à la fin, je trouve que la morale est quand même assez optimiste. Autre film français plus près de nous qui sort dans une très belle édition DVD Blu-ray chez Pathé, c'est Ciao Pantin de Claude Berry, réalisé en 1983, qui avait bien sûr valu à l'époque à Coluche le César du meilleur acteur. C'en est devenu même un gimmick aujourd'hui, hein, quand un comédien censé comique veut faire son Ciao Pantin. Alors certains ont réussi ce passage, d'autres moins. Il est clair que Coluche, qui sortait d'une série de comédies plus ou moins réussies, a vraiment fait un virage très très fort avec ce rôle très marquant. Aussi, ce qui frappe en revoyant le film, c'est cette atmosphère très urbaine, très très ancrée socialement, grâce aussi, on parle beaucoup des chefs opérateurs, mais ils sont vraiment importants, sans doute au plus grand chef opérateur de cette époque, qui était Bruno Nuiten, et qui a conféré vraiment quelque chose de presque un peu blafard et très marquant dans le film. Alors oui, Nuiten a joué un rôle très important, mais je pense il faut dire que le film a été tourné dans une ambiance très tendue. Il y a eu de vrais risques qui ont été pris pendant le tournage de Ciao Pantin, au milieu des véritables trafics nocturnes. Claude Berry a recruté des figurants dans les bistrots de Belleville, et Agnès Soral était même allée jusqu'à passer plusieurs jours dans un squat punk pour s'imprégner de son personnage. Et puis alors, ce qui donne toute sa force à Ciao Pantin, c'est bien sûr les deux acteurs vedettes, hein, dans le rôle de Lambert et Bensoussan, Coluche et Anconina. Et on peut dire d'une certaine manière que Coluche, qui était complètement dans son univers, dans ce monde des marges, dans ce monde d'un Paris proche de la banlieue, avec un univers qui est à peu près le même. On est dans le haut du 18e arrondissement, mais on est dans un univers qui est similaire à l'univers de la banlieue. Coluche y est tout à fait à son aise, il est tout à fait dans son élément, et on peut peut-être penser que s'il a aussi bien réussi son Ciao Pantin, c'est parce que il a quitté les rôles comiques pour rejoindre finalement un rôle qui se déroulait complètement dans son milieu naturel et qui lui permettait de raconter une part de sa jeunesse et une part de sa propre vie finalement. Voilà, revoir Coluche évidemment dans son plus grand rôle, Ciao Pantin, édité donc chez Pathé. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à un proche, vous pouvez lui offrir cette anthologie Almodovar, coédité chez TF1 Studio et Pathé, un coffret Blu-ray de 18 films du réalisateur espagnol, dont 14 restaurés en 2K, supervisés par Almodovar lui-même. Dans ce coffret, on y trouve également 2 heures de suppléments, dont des entretiens avec Victoria Abril, Rossi de Palma, Penélope Cruz, Marisa Paredes et Javier Camara. Inclut également son dernier film, Rulieta. Seuls 3 films sont absents: Le Labyrinthe des Passions, Matador, Follement Intime. Alors, Antoine, on a tous un Almodovar préféré pour vous? Tout sur ma mère. Tout sur ma mère, sorti en 1999. Prix de la mise en scène à Cannes. Et hommage en partie aux actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Un film sur toutes les mères et sur toutes les femmes, inclus bien sûr dans cette anthologie Almodovar, donc chez TF1 et Pathé. Et puis enfin, pour terminer cette riche sélection d'éditions DVD Blu-ray, arrêtons-nous un instant sur Jodorowsky's Dune de Frank Pavich, édité chez Blackout et qui sort le 6 décembre. Il s'agit d'un documentaire absolument passionnant sur le plus grand film de science-fiction jamais réalisé. Petit historique, en 1974, le producteur Michel Seydoux propose au réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky, devenu un cinéaste culte depuis El Topo et La Montagne Sacrée, une adaptation du livre de Frank Herbert, Dune. Jodorowsky accepte et se lance dans une odyssée créative exceptionnelle dans laquelle il s'entoure de meilleurs dessinateurs et illustrateurs d'alors. On y retrouve Moebius notamment, ou encore Giger, le futur créateur d'Alien. Il établit par la suite un livre de 3000 pages entièrement storyboardé afin de convaincre les studios hollywoodiens de le suivre dans l'aventure. Mais trop frileux à l'idée de s'engager dans un long métrage à 15 millions de dollars, ce qui était une somme énorme pour l'époque, et surtout de travailler avec l'excentrique et incontrôlable Jodorowsky, il refuse le projet, mais ce fameux livre deviendra une référence incontournable et par la suite une source d'inspiration de nombreux grands films de science-fiction, dont Star Wars ou Blade Runner. Le documentaire est nourri de témoignages de tous ceux qui ont vécu de près ou de loin cette entreprise. Il nous apprend 1001 anecdotes de la composition du casting, dément
envisagé par Jodorowsky, où on le retrouvait pêle-mêle, David Carradine en Lelo Atreides, Orson Welles en Baron Harkonnen, Mick Jagger en Fête Rota ou Salvatore Dali en Empereur Shaddam IV. Le film avait une ambition visuelle absolument démesurée et le cinéaste imaginait même un plan d'ouverture comme le plan séquence le plus long de l'histoire du cinéma. C'est une aventure extraordinaire que nous raconte ce film. Dune deviendra bien sûr un long métrage 10 ans plus tard réalisé par David Lynch, mais avec on va dire l'infortune que l'on sait. Qu'en aurait-il de l'œuvre du cinéaste chilien? Nul ne le saura jamais, mais ce documentaire laisse entrevoir un film prophétique et dimurgique qui aurait duré plus de 18 heures, un envoûtant fantasme de cinéphile à voir absolument. Nous terminons cette émission avec un coup de cœur, Antoine, pour le livre Sport et cinéma de Gérard et Julien Camille, publié aux éditions Bailly de Suffren. Oui, Sport et cinéma, donc d'abord c'est un livre, vous l'avez dit, Gérard et Julien Camille, ils ont le même nom et pour cause, Gérard c'est le père et Julien c'est le fils. Ce sont deux hommes qui ont passé à peu près toute leur vie à écrire sur le cinéma et qui font donc ce livre extraordinaire, Sport et cinéma. Alors c'est vraiment un livre à plusieurs entrées. C'est à la fois une anthologie, parce qu'on va trouver dans ce livre tous les films qui ont parlé de sport, et c'est en même temps une réflexion sur le sport et le cinéma, puisqu'il y a des tas de champions notamment qui sont interrogés et qui apportent leur regard croisé sur leur sport et sur le cinéma. Et puis il y a aussi, bien sûr, tous les gens de cinéma dont on sait qu'ils adorent le sport qui sont interrogés. Évidemment, Régis Varnier, Jean-Jacques Hano, Hugues Hudson, mais aussi Jean-Paul Belmondo, Jalil Lesper, qu'on va donc retrouver au milieu d'interviews de sportifs comme Jackie Stewart, Bernard Hinault, Giacomo Agostini. Vous connaissez peut-être pas, vous êtes trop jeune, Antoine, mais Giacomo Agostini, c'est le dieu des pilotes de moto. C'est une sorte de, voilà, c'est enfin, je sais pas quel est le plus grand sportif du monde, mais il y a 30 ans, c'était une star immense. On trouve aussi Teddy Riner, Brahim Asloum, Luc Alphand, etc. Ça parle de absolument tous les sports. Il y a un classement qui est très intelligent parce que d'abord au début du livre, on va trouver tous les très grands sports. Je pense que celui qui occupe le plus d'espace, c'est la boxe, parce qu'il y a vraiment un nombre de films sur la boxe. C'est sans doute le sport qui a donné le lieu au plus grand. Oui, ne serait-ce que parce que deux bons hommes qui sont sur un ring avec une lumière qui est particulière et qui est évidemment une lumière chérie des chefs opérateurs, et puis une possibilité de tenir la totalité de l'action dans un cadre étroit, mais on peut aussi faire, enfin il y a vraiment une capacité de la boxe à être filmée qui est tout à fait unique. D'ailleurs moi j'ai eu la chance une fois de voir Claude Lelouch filmer une scène de boxe et c'était tout à fait extraordinaire de le voir se balader caméra à l'épaule au milieu du ring. Évidemment il n'aurait pas pu se balader avec la même allégresse sur un terrain de football ou encore moins sur un circuit automobile. Donc il y a vraiment cette façon de détailler d'abord les grands sports, mais aussi les moyens sports et puis même les tout petits sports, c'est-à-dire ils sont vraiment allés chercher des sports qui sont pas les plus connus, mais il peut y avoir un ou deux films importants sur ce sport et on ne passe jamais à côté. Un livre pour les sportifs ou pour les cinéphiles ou pour les deux? Franchement, c'est un livre qui montre que le sport a vraiment sa place au cinéma, que le sport est un moteur du cinéma. Je pense qu'il y a parfois des gens qui regardent, chez les cinéphiles, il y a parfois des gens qui regardent le sport un peu en chien de faïence en se disant que c'est un divertissement. Et là, dans ce livre, on comprend à quel point l'aventure humaine du sport est une aventure qui mérite d'être filmée. Alors, il y a quand même 1200 films de fiction qui sont répertoriés dans ce film. Encore une fois, les plus importants ont une grande notice et les moins importants une évocation qui est plus courte. Évidemment, on va retrouver les plus grands coups de tête, Le Mans, les chariots de feu, mais aussi, ce qui est toujours agréable, de nombreux films plus rares, des nanars, des films d'auteur. Il est édité au Bailly de Suffren et sa préface est de Thierry Frémaux, dont je rappelle qu'il a été professeur de judo et donc si quelqu'un peut illustrer la connivence qui existe entre le cinéma et le sport, c'est bien Thierry Frémaux, et donc ce livre-là, il ne l'a pas loupé. Et si le sport n'a pas toujours donné lieu à de très bons films, la boxe, on en parlait à l'instant, a elle donné lieu à des chefs-d'œuvre, Nous ne gagnerons pas ce soir à Fat City, en passant par Rocky et bien sûr Raging Bull de Martin Scorsese
aux répliques désormais rentrées dans l'histoire. You fuck my wife. What? You fuck my wife. How could you ask me a question like that? How could you ask me? I'm your brother. You ask me that? Where do you get your balls big enough to ask me that? Just tell me. I'm not answering it. I'm not gonna answer that. It's stupid. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séanceradio.com, SoundCloud et iTunes. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 2 janvier pour un nouveau flashback. D'ici là,